Je fais ce que je veux aussi. Non, mais tu vas avoir une bonne émission, c'est tout ce que je te dis. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui aujourd'hui prend le temps dans ce monde où tout va trop vite de rattraper l'une des belles sorties de ce début d'année, Le Garçon et la Bête de Mamoru Hosoda, film d'animation venu tout droit du Japon et du studio Shizu. L'occasion de reparler dans un deuxième temps du reste de la filmo de Mamoru Hosoda et notamment du très beau Les Enfants Loups sorti en 2012 et qu'il faut absolument voir si ça n'est pas le cas. Pour parler de tout ça autour de la table ici à l'Orangerie Studio, un garçon et une bête, je vous laisse deviner qui est qui. Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour, c'est moi le garçon. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et c'est toi la bête, tu l'auras compris. C'est Nos Ciné, épisode 37 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Fais pas la gueule Stéphane, c'est pour déconner. Le Garçon et la Bête, c'est une histoire de filiation. Le garçon en question, c'est Ren, 9 ans, qui vient de perdre sa mère et décide de fuir le monde des hommes pour rejoindre celui des bêtes sous la houlette de Kumatezu, prétendant au titre du seigneur des bêtes, mais qui doit avant faire ses preuves en formant un disciple. C'est leur histoire commune que nous raconte ce très très beau film, difficile à résumer mais à voir indéniablement. C'est mon disciple, point final. Son disciple? T'es nul comme prof. Nos deux amis ont vu Le Garçon et la Bête, mais qu'en ont-ils pensé? Julien? C'est super. Merci, mais Julien. voilà, et bon, j'y vais. Non, c'est très très bien. Je trouve ça un peu en dessous de Ameyuki, Les Enfants Loups, qui pour moi, à ce jour, le chef-d'œuvre total de Mamoru Hosoda. On est bien d'accord. Mais ça, ce qui est très étonnant en fait dans Le Garçon et la Bête, c'est que on doutait plus déjà que Hosoda était un vrai auteur avec un univers, des obsessions, etc. Ce qui est marrant, c'est de voir comment ces films sont en train de se répondre les uns et les autres. Et là, c'est vrai que Le Garçon et la Bête, c'est vraiment évident, beaucoup plus que sur les précédents. C'est-à-dire que c'est vraiment un film miroir de Ameyuki. Ameyuki, c'était un film très féminin, avec une histoire d'une mère seule qui élevait deux petits-enfants qui étaient mi-homme, mi-loup, voilà, exactement. Là, c'est très masculin. Et alors, pour la petite histoire, entre-temps, Mamoru Hosoda est devenu un papa. Et je trouve que ça se ressent énormément dans le film. C'est-à-dire qu'il y avait... ça relevait presque du fantasme. Je pense qu'il parlait beaucoup aussi de sa maman à travers Ameyuki et Les Enfants Loups, parce qu'il y a une personnalité qui a énormément compté dans sa vie, puisque je crois qu'il a été élevé seul par elle auparavant. Voilà, exactement. Et là, et aussi dans Le Garçon et la Bête d'ailleurs. Exactement. Et dans Le Garçon et la Bête, on sent que il y a le poids de la paternité qui vient, puis il y a aussi tous ses espoirs et ses craintes en fait à travers tout ça. Ce qui est très touchant, et moi ce qui m'a beaucoup frappé, surtout en tant que père peut-être, c'est que là il te présente l'éducation et la paternité comme un échange en fait. C'est-à-dire qu'il s'agit autant d'éduquer la bête que d'éduquer le garçon. Et les deux vont comme ça s'enrichir mutuellement l'un et l'autre, ce qui n'était pas du tout le cas de Ameyuki, où tu avais plutôt affaire à une mère courage qui portait à bout de bras ces deux gamins et sa famille. Là, c'est pas du tout le cas, et c'est extrêmement touchant. Et du coup, il y a cette figure du père et du mal dans toutes ses failles magnifiques, mais aussi ses qualités brutes. Qui est, moi je trouve, extrêmement touchant, et qui est un des plus beaux personnages que Mamoru Hosoda d'ailleurs est conçu, ce qui n'est pas peu dire vu sa filmographie dont on parlera tout à l'heure. Stéphane. Et moi je suis tout d'accord avec mon ami Julien, et certainement avec toi, puisque tu as l'air d'accord avec lui. Moi je suis d'accord avec Julien. Ce que je rajouterais, c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans son cinéma, Hosoda, et ça se ressent encore une fois ici aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de vraies frontières entre les univers. C'est-à-dire, c'est comme tous ces films, en fait, ils démarrent sur notre quotidien, on va dire, sur notre société, quoi. Et en fait, il part dans une espèce d'univers mythologique ou qui va mythologiser, en fait. Bon, là, c'est vraiment mythologique, en l'occurrence, mais sans aucune, sans aucune frontière, sans qu'on ressente complètement qu'on se pose ne serait-ce qu'une seconde la question de est-ce que cet univers existe vraiment pour ce personnage, alors qu'en fait, le personnage n'est pas censé le connaître et il nous emmène dedans, quoi. Et les choses vont de soi. Ouais. Voilà, ça va complètement de soi. Et je trouve que réussir ça, ça fonctionne, mais je pense que Julien a pointé du doigt aussi le truc, c'est que je pense que les deux univers se nourrissent tellement bien l'un que l'autre
que c'est ce qui rend la chose complètement logique, quoi. Et effectivement, je suis d'accord avec lui. Alors moi, j'ai pas vu Les Enfants Loups. Je vais rattraper ça. Ah là, Je vous le faut promets. absolument. Voilà. Va falloir. Mais toute cette effectivement cette logique masculine en fait qui est mise en place et qui, je pense, est assez intéressante dans la société dans laquelle on vit actuellement et ce que c'est censé représenter. C'est assez juste, assez touchant et assez drôle. Et en même temps, comment dire. On se retrouve totalement à la fois dans le personnage de la bête et à la fois dans le personnage du garçon. Moi, j'aime beaucoup aussi les scènes. En repensant comme ça au film, tu retiens plus en général effectivement l'apprentissage de la bête, les conflits qu'il y a entre lui et son fils d'adoption. Mais je me rappelle aussi des séquences en fait avec la jeune fille dont il tombe amoureux et que je trouve aussi pareil assez juste, alors qu'en fait le va-et-vient entre les deux univers comme ça, encore une fois, est totalement cohérent et elle-même nourrit le personnage pour revenir à la fin. Donc c'est assez carré, assez touchant et voilà. C'est moins, moi je sais que mon préféré, on va reparler après, c'est Summer Wars. Mais je trouve ça moins virtuose et moins ébouriffant. Mais n'empêche que voilà, ça reste un beau film solide. Chez Osoda, le fantastique, je pense que si ces allers-retours aussi sont assez imperceptibles et logiques, c'est que c'est en général une émanation des sentiments des personnages. Ouais. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment où pour atteindre la vérité de ces personnages, il a besoin d'aller au-delà du réalisme, on va dire, quoi. Et c'est là où ça fonctionne le mieux. Moi, je trouve que c'est peut-être le seul regret que j'ai par rapport au Garçon et la Bête, c'est je trouve que quand il est plus dans les règles en fait de ces univers-là et comment ces deux univers-là se confrontent, il est moins fort là-dedans, Soda. Mais je trouve que c'était déjà un peu le cas dans Summer Wars. Il avait d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, il avait rajouté des séquences à la fin pour lier un peu plus l'univers réel et virtuel dans lequel se déroulait le film. Et là, c'est pareil, je trouve que c'est un tout petit peu plus laborieux, en fait, notamment dans la résolution finale, où il y a des choses, bon, je vais rien dévoiler, quoi, mais il y a des choses où on s'en serait peut-être un peu passé, quoi, qui reposent peut-être plus sur un côté un peu spectaculaire, etc. Ça me semble moins logique, en fait, moins organique par rapport au reste du film. Mais voilà, c'est un très beau film. Il y a autre chose aussi, peut-être, dont on peut parler, qui, dans la continuité de ce qu'il avait fait sur Ameyuki, c'est son travail sur le character design, c'est-à-dire l'apparence des personnages, et surtout son travail, que je trouve vraiment admirable, sur la façon dont il fait vieillir et grandir les personnages. Et notamment, là, sur le personnage du garçon, il y a un travail là-dessus sur à la fois comment il évolue au niveau du graphisme mais aussi au niveau de l'animation qui est fabuleux. Il y a tout un côté où il y a un apprentissage du combat aussi, hein, dans l'échange entre les deux personnages, et du coup il y a une différence de mouvement qui est extrêmement fine et qui nourrit vraiment bien le personnage. Et c'est là où on voit que Hosoda est un vrai réalisateur d'animation. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui réfléchit au mouvement, qui réfléchit aussi au mouvement en corrélation avec l'apparence de ses personnages. Le Garçon et la Bête, si c'est encore dans un cinéma près de chez vous, allez-y de toute urgence et nous, on continue. Mamoru Hosoda ne fait pas partie de la grande famille Ghibli. Il a tenté d'y rentrer, il s'est fait recaler. C'est peut-être tant mieux pour nous, puisqu'il a ensuite fait ses classes dans l'animé pur jus chez Toei Animation, sur des séries comme Dragon Ball ou Sailor Moon, avant de voler de ses propres ailes comme réalisateur et signer de très belles choses. On l'a dit, il a traversé du temps, Summer Wars et surtout Les Enfants Loups Ameyuki en 2012. Un film absolument bouleversant dans mon panthéon personnel, je vous le dis comme je le pense. Voilà comment a débuté notre secret. Elle est née alors qu'il neigeait. Appelons-la Yuki. C'est le printemps de l'année suivante que mon petit frère est venu au monde. Il pleuvait ce jour-là. Ce seront de gentils enfants. J'espère qu'elle ne grandira pas trop vite. Bon, en VF, c'est pas toujours... Non, c'est pas toujours il y a un caméo de Clint Eastwood d'ailleurs dans Ameyuki pour l'anecdote. Voilà, il y a un paysan qui a le visage de Clint Eastwood. C'était totalement assumé de la part d'Hosoda. Et c'est assez bien réussi. Que penser de la carrière de Mamoru Hosoda, Julien ? C'est une carrière très cohérente et c'est pour moi, c'est d'ores et déjà un grand auteur de cinéma, hein, tout court. Mais bon, évidemment, là on parle de cinéma d'animation japonaise, mais au même titre que Satoshi Kon pouvait déjà être un vrai auteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui poursuit la même voie en se réinventant perpétuellement et qui aussi grandit toujours avec ses personnages, et puis aussi qui
qui acquiert une vraie ambition en permanence. Et c'est vrai qu'il y a un rendez-vous manqué d'Osoda avec le studio Ghibli, qui, je pense, est imputable à la personnalité écrasante de Hayao Miyazaki. En tout cas en partie. Qui aurait vu en lui un rival potentiel alors que c'était un successeur. Mais je pense que voilà, le problème c'est qu'il fallait accepter que Hosoda se réapproprie en fait l'univers, les codes de Ghibli. Et je pense que ça reste encore difficilement concevable quand il y a un Miyazaki dans les parages, quoi. Et puis Hosoda est lui-même quelqu'un qui a un ego bien trempé, il l'admet lui-même, il dit que les claques professionnelles qu'il a pu prendre au début lui ont permis un peu de relativiser et de s'interroger sur ses propres capacités. Et il a une qualité Hosoda qui n'est pas si fréquente que ça, je trouve, dans la Japanimation. C'est dans la finesse de son animation et surtout dans les scènes réalistes. Je pense notamment à une figure qui revient assez souvent, qui sont les repas, et notamment les repas familiaux, en tout cas les repas de groupe, qui doit être un cauchemar, à mon avis, à mettre en place et à animer, et qui sont toujours brillantes. Moi, c'est parmi les scènes que j'adore revoir en fait, dans les films de Hosoda, parce qu'on saisit toujours des détails en, fait, en arrière-plan, et notamment dans Summer Wars, je pense que c'est là où il y a les scènes les plus ambitieuses à ce niveau-là, et qui sont passionnantes parce que tout est réfléchi, de fait, tout est fabriqué, il n'y a pas de place au hasard. Et voilà, dans l'interaction avec les personnages, dans la façon qu'ils ont de prendre leur place, etc., c'est vraiment très très fort, quoi. Stéphane. Moi, ce que je rajouterais sur la logique que ce soit un vrai réalisateur, c'est qu'il y a des vraies idées de réalisation. C'est-à-dire, on parle effectivement de cinéma d'animation, mais je pense que je pense qu'avec un bon budget et avec une vraie vision, certaines de ces séquences peuvent vraiment passer au cinéma et ça serait formidable. Moi, je sais que la première fois, en fait, je me souviens, j'avais été vraiment marqué par la première fois que le personnage principal de La Traversée du Temps traverse justement le temps, avec l'utilisation de la musique classique, avec si je me souviens bien, elle traverse les éléments, elle traverse l'eau, elle traverse l'air, elle traverse, enfin c'est assez, et l'idée est très très forte, elle fonctionne extrêmement bien et tu comprends instantanément ce qui se passe tout en étant complètement happé par l'émotion de la situation, et je pense que ça bon, en général, moi, j'aime pas faire la différence entre cinéma traditionnel et cinéma d'animation, parce que c'est voilà, mais le truc c'est que c'est le pont vraiment total, c'est-à-dire que ces idées-là, tu les verrais au cinéma, tu serais complètement dingue en fait, et effectivement, le fait que ce soit dans l'animation, on se dit c'est faisable, c'est possible, c'est même peut-être plus facile de le démontrer aux gens. Mais non, il faut les faire passer, ces idées-là et ces scènes-là, quoi. Et quand tu vois un film comme ça, par exemple, effectivement, d'un seul coup, tu reconnais la patte d'une personne, tu te dis, ok, c'est un mec qui a des idées de cinéaste, quoi. Ce que tu retrouves aussi, voilà, c'est ce que je disais, encore une fois, dans la façon dont un simple couloir permet de passer d'un univers à l'autre, enfin un couloir, comment dire, une allée, en fait, une impasse dans Le Garçon et la Bête, te permet de passer d'un univers à l'autre sans aucune question soit posée. Il y a, quand je dis c'est des idées de cinéma, je retrouve, peut-être que la comparaison va paraître un peu bizarre, mais je retrouve un peu la même logique, par exemple, chez Tarantino dans Kill Bill. C'est-à-dire quand tu te retrouves dans la scène finale de Kill Bill volume 1 et que d'un seul coup elle ouvre juste la porte et elle passe dans un autre univers, et elle se retrouve dehors avec la neige et tout ça, etc. Le simple plan en fait sur la porte, ça te permet de te faire rentrer dans l'autre référence de Tarantino. Voilà, lui, il fonctionne par référence, contrairement à Hosoda. Et c'est cette logique-là, en fait, c'est des pures logiques de cinéma que toi, en tant que spectateur, tu intègres instinctivement parce que il te l'amène correctement. C'est ce que moi de tous les réalisateurs comme ça d'animation japonaise, c'est celui qui me fait le plus penser à ça, en fait, Hosoda. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est très fort sur les basculements dans le fantastique, Hosoda. Et là où il est très fort, c'est que justement, il surjoue pas la carte de l'animation. Tout est permis quand tu fais de l'animation, évidemment. Moi, je pense notamment à la scène de transformation dans Ameyuki, la première qui se passe sous la lune, où c'est pareil, en fait, c'est extrêmement délicat. Et finalement, ça pourrait être une idée de film live, dans le sens où tu n'es pas, t'aurais pas besoin d'effets spéciaux absolument délirants pour faire ça. Voilà, mais il arrive avec quelques plans, quelques scènes et tout comme ça, avec une certaine économie de moyens finalement à te faire basculer et à changer d'univers et
de dimension, quoi, réellement. Et ça, c'est vraiment la marque pour moi d'un grand cinéaste. Et du coup, comme il y a à la fois cette économie quelque part et aussi un côté complètement fou et délirant qu'on retrouve d'ailleurs dans Le Garçon et la Bête. C'est quand même un univers assez délirant, assez dingue, avec des grosses scènes de foule, une espèce de jeu de cirque. Et dans Summer Wars, c'était pareil, quoi. L'univers virtuel, c'était complètement délirant et foisonnant. C'était un truc de malade, mais il sait quand faire ça. Et il sait quand limiter ses moyens, il sait quand se focaliser sur un regard, etc. Il y a une scène d'attaque aussi, de transformation dans Ameyuki, par exemple, qui est extrêmement marquante, de la petite fille notamment, et qui est pareil, faite avec très très peu de choses, quoi, finalement, mais c'est bouleversant. Et voilà, il y a ce mélange-là qui montre que voilà, c'est quelqu'un qui réfléchit à sa mise en scène, qui a un style, qui a un œil et qui a un vrai point de vue en fait sur ce qu'il raconte. Les films de Mamoru Hosoda, on les retrouve assez facilement en VOD, DVD, Blu-ray, ça vaut le coup, vous l'aurez compris, surtout Les Enfants Loups, Ameyuki. Stéphane, tu sais quoi regarder ce soir. Allez, pour terminer, c'est la tradition. Beaucoup pleurer. Ça fait, moi je pleure à chaque fois, je l'ai vu 15 fois, je pleure à chaque fois. Pour terminer, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs, 2 petites minutes chacun, pour convaincre qu'on essaie de rester dans le thème, film d'animation, Japon, animaux magiques, etc. etc. Julien. Je vais vous conseiller de vous replonger dans certaines éditions collector de Mamoru Hosoda. Je me souviens notamment que sur La Traversée du Temps, il y avait son storyboard. C'est toujours intéressant, c'est comme Satoshi Kon. Bon, c'est moins sophistiqué, les storyboards de Satoshi Kon, c'était du délire complet. Ceux de Otomo, pareil, sont absolument impressionnants, et ceux de Miyazaki sont très connus aussi. Mais c'est toujours très intéressant, quand on s'intéresse au langage cinématographique, de se plonger là-dedans, de voir comment justement il réfléchit. C'est plus facile, par exemple, de décoder les choix de plans, de cadres, d'axes, de coupures au montage. Voilà, voilà, je vous conseille ça. C'est sorti donc. Alors, La Traversée du Temps, je me rappelle que c'est sorti dans une édition collector. Je ne sais plus pour les autres, je suis désolé. Je le dirai dans les commentaires si ça intéresse les gens. S'il y a des questions, n'hésitez pas, Julien fait le service après-vente. Stéphane. Moi, je vais conseiller un film d'animation japonais donc, qui s'appelle Mind Game, une production IG qui est sortie, qui date de 2004. Je me rappelle à l'époque, c'est Arnaud qui l'avait. Arnaud Bordas. Voilà, Arnaud Bordas qui l'avait découvert en fait à CJS. Moi, je sais plus quelle merde j'étais allé voir. Et en fait, on s'était départagé le truc. Et lui, il a eu du bol, il allait voir ça. Et il m'a dit putain, c'était génial. Et moi, je suis ressorti, c'était de la merde, mais je sais plus ce que c'est. et voilà. Et quelle belle anecdote. Voilà, quelle belle anecdote bien racontée. Mais le film est sorti en fait chez nous en vidéo, que en DVD, je crois, en 2009. Donc c'est vraiment voilà. En plus, c'est un peu sorti en catimini, mais bon, je pense qu'on peut encore le trouver, quoi. Comment raconter Mind Game ? Ça se raconte pas en fait, ça se vit. C'est vraiment un pur film expérimental, hyper sensoriel. Ça rejoint des éléments mythologiques à la Pinocchio. Enfin voilà, il y a une espèce de ventre, enfin de passage dans le ventre de la bête. Enfin, c'est très compliqué à raconter, mais c'est le pur génie aussi des productions IG. Je sais plus le nom des réalisateurs et je sais plus. C'est surtout Koji Morimoto. Ouais, c'est Morimoto, c'est ça, voilà. Et voilà, donc c'est IG, c'est Morimoto qui est vraiment un personnage aussi. Donc voilà, je conseille Mind Game. Voilà, c'est. Je peux le redire une troisième fois. Je le redis, non mais je le dis Mind parce qu'après les gens ils vont faire mais c'est Mind Games, non c'est voilà Mind Game. Voilà, okay. Tu vois, les jeux de l'esprit, tu vois. Bon, ok, bref. Super, merci. Et ton esprit est toujours le bienvenu parmi nous. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Jules, à la technique et à l'Orangerie Studio pour l'accueil. Prochain au ciné, c'est dans une semaine. On parlera de Jobs, le biopic sur Steve Jobs, ciné par Danny Boyle et Aaron Sorkin. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, iTunes, Deezer, Facebook, Twitter, YouTube. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois. N'hésitez pas à commenter, soit pour poser des questions à Julien, pour nous dire que vous nous aimez ou que nous sommes des fiefés abrutis. Quel que soit votre avis, ça nous fait toujours plaisir de savoir que vous êtes fidèles au poste. D'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Herbert Léonard et à Gucci Mane. Disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine!